Merci aux étudiants, aux organisateurs de ce colloque, qui, comme tu le rappelais, ont calé la matinée juste au lendemain d'une évolution du droit mou dans le droit de la concurrence. Merci, Madame la Première Présidente, de votre présence et du soutien que vous apportez aux enseignants-chercheurs, à la faculté. J'ai pu assister, pas à tous les colloques, parce qu'il y en a tellement, mais à un grand nombre de colloques qui se sont tenus à la Cour d'appel de Paris, organisés parfois aussi en partenariat avec la FEC, et je vous remercie de cette ouverture et de cette faculté d'échange que l'on peut avoir ainsi entre professionnels du droit. Je pense que c'est une contribution à l'efficacité et à la lisibilité du droit, comme vous l'avez mentionné. Je suis un tout petit peu gêné, par contre, pour le sujet qui nous a été confié, effectivement, car, comme Muriel Chani vous l'a indiqué, et comme Madame la Première Présidente vous l'a laissé entendre, elle bénéficie d'une position dominante extraordinaire. 6 colloques et demi, le 7e se tenant dans un mois, 7 colloques en 3 ans à la Cour, des articles, la CEPC, des conférences. C'est une monopolisation de la matière qui n'est pas très douce, qui est assez permanente, et nous allons nous limiter simplement, Nathalie Pétrigné et moi, à essayer d'examiner comment, via la CEPC, certains influenceurs, qu'ils soient auteurs de doctrine ou membres de la commission, peuvent faire passer des messages aux magistrats, des messages aux autres auteurs, et ainsi faire évoluer le droit. Le colloque initialement s'appelait « Droit mou ». Et il y a eu quelques affiches affichées encore à la cour d'appel « Droit mou ». Et on a changé le titre, parce que « Droit mou », c'est une traduction un peu littérale de « soft law », mais « droit mou » chez nous, c'est pas très beau. Alors, je vais vous citer quelque chose sur le droit mou. Le mou, il y a trop de mou dans ce qui est dur et trop de dur dans ce qui est mou. On pourrait croire que c'est du Pierre Dac. Non, c'est Jean-Pierre Chevènement. Et appliqué à notre matière et à notre sujet aujourd'hui, je pense que c'est assez intéressant de voir les rapports, la conjonction et la façon dont le droit dur et le droit mou se rejoignent. Et la première illustration, effectivement, de cette matinée, c'est la CEPC, Commission d'examen des pratiques commerciales. Et lorsque l'on veut provoquer l'un de ses membres, on dit que c'est un zinzin. C'est un zinzin. Ça n'est ni une autorité administrative indépendante, ni une juridiction. C'est rattaché au ministre de l'économie. Le secrétariat en est assuré par la DGCCRF. C'est un outil à la botte du ministre. Oui. Oui, mais c'est un outil comme un couteau suisse qui a tellement de surprenantes fonctions qu'on se pose encore des questions. Qu'est-ce que ce zinzin ? La CEPC, pour faire court, je vous passe Commission d'examen des pratiques commerciales, CEPC rend des avis concernant notamment la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie. Conformité au droit. Nous sommes aujourd'hui dans la première chambre de la Cour. Lorsque l'on examine normalement la conformité au droit, c'est devant une juridiction. Qui va nous dire si tel contrat, telle clause, telle pratique est conforme, oui ou non, au droit? C'est d'abord le juge. Comment la CEPC peut-elle, à la place du juge, de façon anonyme, sans respecter les droits de la défense, dire telle pratique est ou n'est pas conforme? Cela permet de s'interroger.
Au regard de l'article 6 de la CEDH, on a fait des griefs à des autorités qui étaient moins agressifs. Mais voilà. Alors, cette mission assez particulière de la CEPC, vous la retrouvez dans le texte fondateur, c'est la loi sur les nouvelles régulations économiques. Il est intéressant de revenir à l'origine de la NRE, parce que l'objectif était effectivement de contribuer, encore une fois, si faire se pouvait, les relations fournisseurs-distributeurs, mais surtout à conduire à une régulation, peut-être même une autorégulation. La CEPC, par sa composition, est un organe assez inhabituel. Ça n'est pas un organe purement administratif. Je vous l'ai d'abord décrit comme à la botte du ministre de l'économie. Évidemment, j'ai forcé le trait. Non, il y a 3 directeurs généraux, dont Madame Momo Bono, sur la Direction générale de la concurrence, mais la composition est évidemment beaucoup plus large. 3 magistrats, dont Daniel Tricot, président honoraire de la commerciale à la Cour de casse, dont on ne peut pas prétendre qu'il ne soit pas une autorité indépendante, compétente, et qui pourra donner un avis éclairé aux avis qui peuvent être rendus. Il y a des magistrats du Conseil d'État et un représentant, une conseillère de la Cour de cassation. Donc, sur l'aspect conformité au droit, on peut se dire il y a quand même des membres permanents qui vont donner une coloration plus juridique à ces délibérations. 2 parlementaires, dont la présidente, 2 personnes qualifiées, dont une plus qualifiée que d'autres, et un professeur d'économie, 16 représentants des fournisseurs, en fait c'est 8 permanents et 8 suppléants, 16 représentants des grossistes et des distributeurs, et là vous voyez que l'on réintroduit une composition assez particulière pour une instance qui va nous dire ce qui est conforme au droit ou pas conforme au droit. Cette opposition fournisseur-transformateur, distributeur-grossiste, avec des gens du terrain, des opérationnels, des représentants de filières professionnelles, de fédérations, va avoir son mot à dire pour défendre les intérêts de chacune des professions concernées. Et c'est cela, ce mélange des 2 bords, en quelque sorte, qui donne à la CEPC sa fonction assez particulière. La CEPC a une influence, c'est évident. Mais oui, vous êtes une femme d'influence, Madame le professeur, c'est clair. Parce que la CEPC rend des avis. Elle publie des rapports, mais elle rend des avis. Et par la fonction consultative, la CEPC a inévitablement, naturellement, structurellement, une fonction génératrice de droit. Lorsque l'objet est de dire ce qui est conforme ou non conforme au droit et que l'on rend des avis, évidemment, on va influer sur le droit plus dur, sur le texte, et le Code de commerce en matière de pratiques restrictives est d'une complexité folle. L'éclairage que peut rendre la CEPC est évidemment un moyen pour les non-spécialistes, mais aussi les spécialistes, de s'y retrouver. Je vais juste insister sur les particularités en termes de saisine de la CEPC, qui montrent aussi l'originalité et l'importance de cette commission. Elle peut être saisie par le ministre de l'économie, et elle l'a été 6 fois, sauf erreur de notre part, on a fait le décompte, a priori jusqu'à ces jours derniers, elle avait été saisie 6 fois. 6 fois par le ministre de l'économie, et son bras armé, la DGCCRF, et les avis qui ont été rendus vous montrent qu'il ne s'agit pas d'un prospectus qui sera inséré dans le rapport annuel. Ce sont des avis qui ont parfois, dès l'origine, des suites concrètes,
des suites effectives pour la filière, pour les pratiques qui sont examinées. L'avis 802 relative aux pratiques dans les relations entre assureurs et carrossiers a été associé avec une charte. À l'occasion de l'élaboration de cet avis, le rapporteur, lui-même professeur de droit, non, c'est pas toi, il est cité, je peux le dire, c'est Luc Grimbaum, il est cité dans l'avis, donc a contribué à l'élaboration d'une charte sur les conditions dans lesquelles les assureurs devaient référencer ou exclure les carrossiers agréés. On voit là que le droit mou se durcit. Le droit mou a permis une modification, une évolution des pratiques en la matière. Autre exemple, l'avis 0703 relatif à la sous-traitance industrielle dans la filière automobile et au délai de paiement qui y était associé a été suivi par la suite de l'exemption et du décret autorisant la dérogation au délai de paiement. On voit que l'avis a précédé un décret qui lui-même a été pris sur avis conforme, mais c'est prévu par la loi, de l'autorité de la concurrence. Autre exemple d'évolution et du caractère un petit peu précurseur de la CEPC, l'avis 0701 concernant l'encadrement tarifaire de la loi dite Dutreil du 2 août 2005. À cette occasion, la CEPC a plaidé, on peut le dire, en faveur des conditions générales de vente catégorielles. Et c'était un débat, jusqu'où faut-il aller dans la restriction à la transparence tarifaire en permettant aux entreprises d'avoir des conditions de vente catégorielles. Mais il y a un petit passage dans cet avis que, en le relisant, on voit avec plaisir. C'est la CEPC qui, la première, je crois, a proposé officiellement l'abrogation de l'interdiction de la discrimination tarifaire. Et oui, il faut rendre peut-être à César ce qui doit lui être rendu. Ça a été un des éléments qui a inévitablement inspiré la DGCCRF, le ministre de l'économie, dans les évolutions successives et dans la préparation, avec notamment le groupe de travail présidé par Madame Hagelstein et Valérie Michel, la Cour d'appel, pour justifier et parvenir à l'abrogation d'une pratique qui était prohibée dans le droit de la concurrence depuis 50 ans. Autre exemple, l'avis 408 relatif aux pratiques d'enchères électroniques inversées. Cet avis est brillant. Il est brillant parce qu'il fait une analyse de la conformité au droit, non seulement sur le droit commun, mais aussi sur le droit de la concurrence. Il est très détaillé. Et où est-ce qu'on le retrouve? Dans les arrêts de la Cour d'appel de Paris, Madame la Première Présidente. Votre cour, excusez-moi, dans une affaire EDF Nexan du 2 juillet 2015, s'est presque contenté d'un considérant lapidaire, attendu que les enchères inversées ont été décrites et validées par la CEPC. Je résume la motivation, mais c'est ce que ça voulait dire. Autre exemple d'évolution, d'insistance et d'apport des avis de la CEPC, le 0405, où avant même l'introduction du déséquilibre significatif dans notre code de commerce, la CEPC a, au regard du droit commun et du droit de la concurrence, considéré que des clauses exonératoire de responsabilité pouvaient poser des problèmes. Et oui. Et consécration, le nouveau Code civil a peu ou prou introduit les recommandations proposées par la CEPC. Donc cette influence n'est pas que théorique, on voit qu'elle est concrète et elle se traduit dans les faits. Alors, je vous signale à titre anecdotique, le fait que la CEPC peut être saisie par le président ou la présidente de l'autorité de la concurrence, ça ne s'est fait qu'une fois. La réciproque n'est pas vraie, d'ailleurs.
la CEPC ne peut pas saisir l'autorité de la concurrence ni une juridiction, ce qui vous montre que c'est une nature particulière. Et dans l'avis 0402, sur toutes les pratiques restrictives en matière de distribution, la CEPC a rendu un avis en illustrant les points d'achoppement. Là, on peut se dire que les suites n'ont peut-être pas été immédiates, mais qu'il a fallu prendre un peu de temps pour voir les effets positifs de cet avis dans la pratique des entreprises. Dernier point, et ici on ne peut pas faire autrement que d'en parler, c'est la saisine pour avis des juridictions. Gros débat lorsque la CEPC a été instaurée, c'était est-ce qu'elle peut être saisie par les juridictions, pas par les juridictions, et une partie de la doctrine regrettait que les juridictions ne puissent pas saisir la CEPC. Cela a été réparé, et depuis 2008, sauf erreur de ma part, la CEPC peut être saisie par toutes les juridictions, pas seulement les juridictions spécialisées. Alors, là se pose une petite difficulté et un vrai croisement sur qui fait quoi, qui influence qui. Notamment pour la Cour d'appel de Paris et ses chambres spécialisées qui ont une compétence désormais exclusive, notamment en matière de déséquilibre significatif, mais pour un certain nombre de pratiques restrictives de concurrence, on peut se poser la question, mais quel est l'intérêt de saisir la CEPC? Quel est l'intérêt? Beaucoup de décisions ont rejeté la demande des parties, saisissez la CEPC, en espérant que la composition paritaire permettrait peut-être de rétablir un équilibre en faveur de l'un ou de l'autre. Dans la majorité des cas, les juridictions ont refusé de saisir la CEPC et la Cour de cassation vient de confirmer récemment qu'il n'y a pas de pourvoi à inscrire contre une décision de rejet de saisine de la CEPC. Donc, il faut s'en tenir à la motivation des juges qui choisissent ou pas de saisir la CEPC. J'ai identifié, parce que tout n'est pas toujours très clair, 2 cas de saisine de la CEPC. L'une d'un tribunal de commerce de Paris, dans une affaire qui s'est répétée ou essaimée concernant des sites internet, et l'avis 1203 de la CEPC est très intéressant. Il est très intéressant parce que la saisine était de savoir est-ce que les conditions contractuelles entre un utilisateur d'un site internet et celui qui lui met à disposition peuvent relever du 442.6. C'est un grand débat. Champ d'application du 442.6, du déséquilibre significatif, c'est passionnant. C'est l'avenir du texte. Réponse de la CEPC, vous êtes bien gentil, mais votre contrat, il a été signé avant 2008, il n'y a pas d'application rétroactive, ça ne s'appliquera pas. Et vous voyez que la CEPC, sans doute grâce à sa composition hautement qualifiée, a rendu une réponse de droit, en droit, et qui vient d'être confirmée récemment par la Cour de cassation, qui vient dans des arrêts de juin ou de juillet de considérer que le 442.6 ne pouvait avoir d'effet rétroactif et ne s'appliquait pas à des contrats signés avant l'entrée en vigueur du texte. Voilà encore un exemple où la CEPC, saisie pour avis, a fait preuve d'œuvre créatrice. La deuxième saisine, je ne peux pas en parler parce que l'avis n'est pas publié. Je sais qu'il existe, non pas par des indiscrétions, mais par la lecture des arrêts publiés sur Légifrance. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'Intermarché contre la décision de votre cour de saisir la CEPC pour avis. Après, nous verrons, et on pourra commenter la qualité des avis. Sont-ils tous brillants ? Et c'est la difficulté d'une autorité qui n'est pas une juridiction, qui n'est pas vraiment indépendante. Cette composition
en quelque sorte paritaire, qui n'est pas là pour régler un litige, peut-elle réellement éclairer le juge sur des sujets totalement contentieux? Nous verrons à la lecture de l'arrêt et de l'avis. Voilà, alors maintenant je vais accélérer un petit peu et je vais rentrer dans le sujet, hein. Ça c'était juste une introduction. Et on m'a dit, tu peux rallonger. Est-ce que tu fais ça d'abord ou il faut commencer? Je le fais, normalement c'est moi. Oui, c'est moi. Alors, mais je vais aller très vite maintenant. Le déséquilibre significatif. Je ne vais pas être très long devant vous parce que vous connaissez parfaitement le sujet, mais il est quand même bon de se remémorer l'origine du texte et de voir les difficultés d'application et donc le rôle qu'a pu avoir la CEPC et que pourra avoir la CEPC dans l'application de ce texte. Pourquoi ? C'est la loi du 4 août 2008, dite loi LME, qui a abrogé l'ancien article 442.6, grand 1, deuxièmement, qui visait l'abus de relations de dépendance. Et qui a introduit ce déséquilibre significatif dans les droits et obligations. Lorsque le texte a été adopté, introduit dans notre code de commerce et applicable à partir de janvier 2009, il n'y a pas eu un tollé comme pour la réforme du code civil. Pourtant, l'enjeu est considérable. C'est l'introduction d'un contrôle par le juge des clauses abusives entre professionnels, peu ou prou. C'est la faculté donnée au juge de revenir sur des clauses acceptées, peut-être avec un peu d'encouragement, mais acceptées, signées, tamponnées, et de permettre au juge de revenir sur ces clauses, pas seulement sur des clauses secondaires, mais sur les clauses qui visent l'objet même et le prix, et Nathalie vous le détaillera tout à l'heure. Quand le 442.6 a été adopté, il y a eu des petites critiques, des petites incertitudes, mais la majorité des auteurs se sont dit un de plus dans le 442.6, un de plus qui ne sera jamais appliqué. Et lorsque le ministre de l'économie a lancé une cargaison d'assignation à l'égard de la distribution, pas seulement de la distribution alimentaire, mais aussi de la distribution spécialisée, ce que l'on appelle les assignations novelli, là, la musique a changé. Les entreprises et leurs conseils se sont dit « mince, ce texte va peut-être être appliqué, peut-être à tous les contrats. Mais c'est grave, on va donner un pouvoir au juge, c'est inadmissible. Contestons le texte même. » Et effectivement, certains avocats ont judicieusement observé qu'il y avait un problème de délimitation et de définition de l'incrimination, car nous sommes dans la sphère quasi répressive. À l'époque des faits, 2 millions d'euros d'amende civile encourue. Réparation des préjudices à la demande du ministre de l'économie, etc., etc. Et l'un des avocats a convaincu le tribunal de commerce de Bobigny, c'était dans l'affaire Darty, Jean-Daniel Bressner a obtenu qu'il y ait une question prioritaire de constitutionnalité qui soit posée. Elle est remontée à la Cour de casse, elle est arrivée au Conseil constitutionnel qui a validé l'incrimination. Mais il a validé l'incrimination avec une motivation qui ferait rougir un président de CEPC. C'est extraordinaire. C'est le considérant 4. Pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives, le législateur s'est référé à une notion connue, la clause abusive dans le droit de la consommation, et il y a de la jurisprudence, donc globalement, vous juristes, vous savez. Mais il y a une motivation complémentaire qui est exceptionnelle. En outre, la juridiction saisie peut, conformément au 6e alinéa du 442.6, consulter la commission d'examen des pratiques commerciales
composée des représentants des secteurs économiques intéressés. Mais c'est extraordinaire. Voilà que la validation au regard de la constitutionnalité du 442.6 repose sur les futurs avis de la CEPC. C'est extraordinaire. La validité du texte et de l'incrimination, si vous voulez comprendre de quoi on parle, adressez-vous à la CEPC. Si ça n'est pas une consécration et une statue dressée à la CEPC, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement. Alors sur le texte est flou pour certains. Il l'était même pour la présidente de la CEPC à l'époque, qui dans des conférences disait « Ah oui, on ne sait pas ce que c'est ». Ce qui est rassurant par rapport à ce que venait d'écrire le Conseil constitutionnel. Mais bon... Et elle a changé. Ça n'est plus elle. Ah oui. Donc ça veut dire que quand on n'est pas d'accord avec certains, on est viré ? C'est comme ça que vous fonctionnez ? Je suis un peu inquiet là. C'est un zinzin dangereux. Alors, après, la CEPC, au fil des avis et des rapports annuels, a donné une explication sur ce qu'est le déséquilibre significatif et a donné des avis quand même très juridiques aussi. Je vous cite juste l'avis 10-06. Il renvoie et il fait le lien entre le droit commun des contrats, la liberté contractuelle et les limites posées par le Code de commerce. Et dans un autre avis, la CEPC souligne que finalement, la notion de déséquilibre significatif introduite le 4 août dans le droit des pratiques restrictives pourrait ainsi se substituer en les durcissant aux règles applicables aux clauses pénales dans les contrats. Et sur le déséquilibre significatif, cet apport de la CEPC, on le retrouve clairement, notamment dans un arrêt du 1er octobre de la 5-4 de la Cour de Paris, sur le déséquilibre significatif, pour motiver la validité des poursuites et de l'ensemble de la procédure. La Cour dit, considérant que la CEPC peut donner un avis, considérant que la CEPC a depuis 2008 rendu plusieurs avis sur les pratiques du 442.6 et notamment sur la notion de déséquilibre économique, que les opérateurs, qui sont des professionnels avertis, doivent être en mesure d'apprécier eux-mêmes si un contrat est manifestement déséquilibré. Et cette motivation a été approuvée par la Cour de cassation dans l'affaire Carrefour. Le pourvoi a été rejeté. On voit donc que l'apport de la CEPC pour la définition, l'influence positive, naturelle, structurelle de la CEPC est évidente.